la presse a qualifié d'historique effectivement l'union de nos deux partis politiques à l'occasion de ces sénatoriales, puisque c'est la première fois que ça se produit. Et je dois dire que moi, j'ai décidé de m'engager dans cette campagne précisément parce que je considère que nous devons travailler avec nos différences, certes, mais avec tout ce qui nous rassemble. Et ce qui nous rassemble est plus important que ce qui nous différencie. Et donc, pour moi, c'est important dans la période que nous vivons, où nous savons que nous allons tous être confrontés à une urgence sociale et environnementale dans notre pays. C'est la situation d'aujourd'hui et elle est d'autant plus vive et accrue par la crise sanitaire que nous traversons. Moi, je pense que l'idée qu'on ne préservera pas la planète et l'humanité avec un système un petit peu à bout de souffle est aujourd'hui criant et je pense que nos compatriotes sont capables de l'entendre et l'entendre. Alors, on a déjà rencontré bon nombre de collègues élus dans la proximité, tout à fait dans la proximité. On a fait beaucoup de communes. Des maires ou des délégués qui n'ont pas manqué de nous faire part de leurs inquiétudes, bien sûr, quant au devenir des territoires ruraux, qu'ils s'expriment, je dirais, par un vote extrême, par l'abstention, par la participation spontanée à des mouvements comme les Gilets jaunes, le sentiment d'abandon, de relégation ressenti dans le monde rural est réel dans une France qui est aujourd'hui organisée autour de ces métropoles. Et donc, il faut bien le dire, la situation de l'emploi, la situation des services publics, l'école et les problèmes des effectifs scolaires en régression. On le voit, on a rencontré un maire récemment qui nous disait qu'il avait 3 classes de 6e et il y en a une qui, à la rentrée, a été carrément supprimée. Nous avons des effectifs en régression. La désertification médicale est un point particulièrement crucial dans notre département, mais il est aussi en ville, il est un peu dans l'urbain aussi. La situation de l'agriculture, de son devenir, grosse préoccupation aussi. Les nouveaux plans d'urbanisme qui imposent des contraintes pénalisantes pour notre territoire. La fermeture des petites lignes ferroviaires, on en a aussi beaucoup entendu parler. Le maire de Villefranche a bien attiré notre attention. On sait que la mairie des Aisy, on a supprimé un agent. Ça veut dire quoi pour l'avenir? On ne sait pas. On a quand même quelques inquiétudes. Autant de sujets qui préoccupent aujourd'hui les élus et à juste titre. Alors moi je dis que penser les territoires fragilisés par cette hypermétropolisation, penser la ville de demain et l'avenir de la ruralité est devenu presque incontournable. Parce qu'on voit bien que la mise en concurrence des territoires les fragilise et nuit à la cohésion du pays. L'attractivité du monde rural, en grande partie, elle est fonction de la capacité de ces espaces à offrir des services publics de qualité et des services de proximité aux habitants. Sans une agriculture vivante et durable, sans école, sans bureau de poste, sans cabinet médical, sans connexion au réseau de communication ou d'accès à la culture, nos territoires n'ont aucune chance de sortir de la spirale dans laquelle on les a enfermés. Donc. Et puis, l'équipement commercial aussi dans nos communes s'est dégradé. On n'a même plus, d'ailleurs, ils ont supprimé la ligne du FISAC qui nous permettait d'installer quelques commerces dans nos bourgs-centres. Et cette situation, elle pénalise avant tout les personnes âgées. Il faut bien le dire. Le bar-tabac, le multiple rural, le petit restaurant, ils n'ont pas qu'une vocation économique en plus. Ils ont une fonction de lien entre les habitants, ils jouent un rôle important dans la vie sociale du village. Et puis, tu le disais, Germinal, s'agissant du logement, effectivement, je mesure, de par la délégation que j'ai au département, l'importance qu'il faut l'importance qu'il y a à permettre aux collectivités locales et aux offices HLM de pouvoir à la fois développer une offre de logements sociaux en nombre suffisant, mais aussi les moyens pour rendre possible, et c'est une problématique dans nos bourgs et dans nos bourgs-centres, rendre possible davantage des opérations de réhabilitation du patrimoine bâti ancien dans nos bourgs. À cet égard, le département a une politique très internationaliste depuis 2006, puisqu'il est délégataire de l'aide à la pierre, et qu'il a, à travers tous les services que l'on a mis en place, on a mis en place des outils qui nous permettent d'accompagner au mieux les élus. Nous avons même, le département a même adhéré à l'EPF, l'établissement public foncier, qui est un outil supplémentaire
pour aider les élus à acquérir le foncier, puisque c'est un organisme qui porte le foncier pendant 7 ans et qui permet aux élus, pendant ce temps-là, de préparer leurs projets. Donc, un bâti très ancien sur notre département, donc des problèmes de rénovation de logements très importants, d'adaptation du logement au vieillissement, autant de problématiques qui font partie de notre quotidien. Parce qu'il a, moi je dis, une responsabilité en matière d'aménagement du territoire, l'État doit s'engager à garantir l'effectivité du principe d'égalité au service public. En fait, ce principe, il est fondateur du pacte républicain. Et c'est incontournable. À travers les différentes réformes que nous avons vécues ces dernières années, à savoir Télécom, la SNCF, EDF, nous savons bien qu'une entreprise qui est soumise à la concurrence est poussée à faire des économies sur ses dépenses de services publics et donc ses dépenses de personnel. Et ça nuit quand même au service public en lui-même. La crise sanitaire, elle a été révélatrice, et ça, nous l'avons remarqué, et tout le monde l'a constaté, a été révélatrice du rôle particulièrement important et salvateur des élus locaux de proximité, qu'ils soient d'ailleurs communaux ou départementaux. Ils ont été les premiers à réagir, les premiers à porter soutien à la population et à faire les dépenses qu'il fallait pour subvenir aux besoins de tout le monde. Nous savons depuis toujours que nos communes et le département, qui ont une histoire centenaire, demeurent le cœur vivant de notre démocratie, et moi je souhaite qu'en cela elle soit confortée. Par les transferts de compétences importants qui ont eu lieu vers les régions et les intercommunalités, nos communes, on a constaté qu'elles craignent en fait de devenir des coquilles vides. Les maires se sentent un peu dépossédés de beaucoup de compétences qui sont parties vers ces supracommunalités. Et je dois dire qu'à l'occasion, on en parle souvent, à l'occasion du débat qui ne manquera pas de naître autour de ce projet du gouvernement appelé loi 3D, l'acte 3 de la décentralisation, nous espérons ne pas être une opération de communication, mais bon, on fait confiance. Nous devons insister sur le fait que décentralisation ne rime pas avec moins d'État. On ne demande pas moins d'État, on demande simplement plus de services publics, plus d'État, mais qui travaillent en complémentarité avec la cellule de base qui est la commune et le département. Parce que il est important d'aboutir à l'égalité des citoyens en matière de services, de transport, de politique environnementale et d'accès au numérique, ce sur quoi d'ailleurs le département travaille ardemment à travers le syndicat départemental du numérique, puisque nous avançons quand même très favorablement par rapport au débit. Alors bien, moi je pense que de toutes nos rencontres, nous en déduisons, mais nous le savions déjà, qu'il faut redonner confiance aux élus de proximité et surtout cesser de les considérer comme des élus de second rang, ce qui a été peut-être un peu trop le cas. Ce n'est jamais d'ailleurs, cette considération des élus de proximité, ce n'est jamais que l'application du principe de la libre administration de nos collectivités qui est inscrit dans notre Constitution. Et bien sûr, la décentralisation des compétences, on le sait, elle doit induire un accompagnement de l'État par une déconcentration importante, et nous saurons le dire à travers cette loi 3D, et par un transfert financier et humain qui permettent aux collectivités d'assumer les compétences qu'elles auront. Jusqu'à présent, on a pu constater, vous le voyez bien, le mouvement inverse, avec des compétences qui sont mal compensées et dont les transferts financiers de l'État vers les collectivités deviennent des variables d'ajustement au fil des années. Moi, j'ai vécu la suppression de la TP en 2010 et je dois dire que vous avez promis de la compenser à l'euro, et nous avons bien vu d'année à l'année que les compensations n'étaient pas là. Ce qu'on peut craindre à travers la suppression de la TH, les élus sont inquiets sur le devenir de la compensation. Alors la liberté communale que nous revendiquons, bien évidemment, elle rime avec moyens financiers. Or, avec la crise sanitaire et les dépenses auxquelles elles ont dû faire face, avec une DGF qui n'augmente pas et qui devrait être rééquilibrée en faveur des communes rurales et des petites communes, parce que quand même les communes urbaines ont une DGF par habitant qui est le double des communes rurales, un produit de TVA qui baisse en raison de la conjoncture économique, nos collectivités, on le sait, subissent un effet ciseau important. Et de leur côté, les départements voient leurs dépenses
sociales flambées, c'est 52% de notre budget au département quand même, nos dépenses sociales, avec un RSA qui est en nette progression, évidemment, compte tenu du contexte économique. Moi, je regardais un petit peu ce que fait le Sénat. Selon la commission des finances du Sénat, il faut savoir qu'ils estiment que les collectivités pourraient perdre jusqu'à 7,5 milliards d'euros l'an prochain, cette année, et l'an prochain, la perte pourrait s'élever à 10 milliards. C'est très important quand même. Donc ce ne sont pas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on craint quand même que, même s'ils sont là, que les 4,5 milliards annoncés par le gouvernement ne rétablissent pas les comptes et qu'on ne s'y retrouve pas trop au niveau de l'équilibre des comptes communaux. Et pourtant, il faut bien le dire, nous savons que nos collectivités, elles ont un rôle majeur dans l'économie en réalisant plus de 60% quand même des investissements publics. Elles sont créatrices d'emplois directs et indirects d'ailleurs. Alors, le gouvernement vient d'annoncer son plan de relance, 100 milliards d'euros, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est important. Mais il a un peu oublié les collectivités locales. Voilà, il a un peu oublié les collectivités locales, puisque ces collectivités, elles perdent la TH, nos communes perdent la TH, c'est 22 milliards à l'échelle du pays. Et avec la suppression de l'impôt sur la production qui est prévue dans le plan de relance, et qui va directement impacter les communes, c'est 3,3 milliards de plus qui vont manquer. Au total, c'est 30 milliards qui vont manquer dans les caisses des communes. Et donc, bon, on a des raisons d'être inquiets, même si on veut rester optimiste, hein, on a quelques raisons d'avoir des inquiétudes. Et bon, je crois qu'on sera vigilant dans le cadre de cette nouvelle loi, pour faire remonter tout ça et expliquer combien il est important de prendre en compte la spécificité de nos territoires, plus particulièrement ruraux. Et puis enfin, j'en ai pas trop pour longtemps, Serge, tu vas voir, je pense qu'il est temps et urgent que l'État reprenne la main et retrouve une maîtrise publique au service de l'intérêt général dans de nombreux secteurs stratégiques aujourd'hui abandonnés au privé. Je pense notamment à Luxfer, on en a beaucoup parlé les derniers temps. Luxfer, qui est cette entreprise installée dans le 67, je crois, hein, et qui est seul fabricant en Europe de bouteilles à oxygène. Nous savons, avec la crise sanitaire, combien c'est quelque chose dont nous avons eu besoin. C'est tout le matériel dont ils se servaient pour transporter les malades, notamment dans les TGV, dans les trains. C'est indéniable qu'il faudrait que l'État prenne des décisions par rapport à cette entreprise pour qu'elle reste française. Depuis 30 ans, nous constatons, et on le sait tous, la désindustrialisation de la France. En 15 ans, nous avons perdu plus d'1 million d'emplois industriels. Ça n'est pas anodin. 1500 entreprises depuis plus de 30 ans ont été privatisées dans tous les secteurs, jusqu'à la loi Pacte qui a permis la privatisation d'Engie et de la Française des Jeux. Mais rendons au président ce qu'il a dit à l'occasion de la présentation du plan de relance. Et en cela, moi je suis d'accord avec lui. Nous devons relocaliser et recréer des forces de production sur nos territoires. La crise sanitaire nous a fait une belle leçon par rapport à ça. C'est la raison pour laquelle, moi je pense aussi qu'il serait opportun que les 100 milliards d'euros d'argent public du plan de relance soient placés sous le contrôle des élus et des citoyens dans chaque région et qu'on leur fasse confiance dans le cadre de ces enveloppes qui vont arriver. Si l'on prend, je l'illustre par ce que je vais dire, si l'on prend l'exemple de l'aéronautique, l'État y a consacré 15 milliards d'aides publiques à la filière. Dans le même temps, on apprend qu'Airbus, actionnaire à 100% de Stelia, envisage d'investir dans une usine au Portugal où seront fabriquées les pièces et cockpits actuellement produites chez nous. Ce n'est pas normal que l'argent public serve à délocaliser. L'argent public ne doit pas servir à délocaliser. Et ça, je pense que nous serons assez fermes sur cet aspect-là. Si nous voulons amorcer la nécessaire transition écologique et sécuriser nos vies en même temps que la planète, parce que l'un va avec l'autre, nous devrons nous appuyer sur la relocalisation de pans entiers des secteurs stratégiques, à commencer par la production en France de matériel médical et sanitaire. Il faut savoir que
il serait quand même urgent d'agir pour construire le pôle public du médicament et ne pas avoir peur de poser la question du devenir de Sanofi. Il faut savoir que Sanofi, son chiffre d'affaires dépend en France à 80% de la sécurité sociale. Et par ailleurs, c'est une société qui reçoit des dizaines de millions d'aides au titre de la recherche. Nous avons peut-être le droit d'avoir des exigences. 80%, il faut le savoir, des molécules qui permettent la fabrication de nos médicaments viennent de Chine. Et tout le matériel, nous avons vu pendant la crise sanitaire combien nous avons souffert de cette situation, puisque même notre Doliprane est produit en Chine. Moi, je trouve que quand on parle de transition écologique, il y a un autre levier qui s'inscrit dans la transition écologique, ce sont les transports. Et quand on y regarde de près, on constate qu'en 2000, la SNCF ne transportait que 17% des marchandises, contre 45% qu'elle transportait en 1975. Et aujourd'hui, cette part, elle est réduite à 9,5%. Comment peut-on parler de transition écologique sans parler de fret ferroviaire? Par rapport à la route, un train de fret équivaut en moyenne à 35 poids lourds. Le rail émet 14 fois moins de CO2, entraîne 8 fois moins de pollution de l'air et consomme 6 fois moins d'énergie. Je pense que tout ça, ce sont des questions qui devront venir, mais il y a longtemps qu'on en parle, mais qui devront venir. Il semble que le gouvernement soit en train d'évoluer par rapport à cette question, et nous le voyons à travers le plan de relance. C'est valable pour les transports, mais c'est valable pour l'eau ou l'énergie. Il nous faut un véritable service public de l'énergie, avec la maîtrise de la production des énergies renouvelables. En laissant les champs d'éoliennes au privé, ils vont polluer les paysages, c'est sûr. Et en vendant les barrages hydrauliques, eh bien, je considère qu'on brade nos biens communs. Voilà. Il est dommage de constater aussi que la privatisation des autoroutes, il faut savoir qu'elle a dégagé 40 milliards d'euros de dividendes, alors que dans le même temps, les tarifs des péages, de nos péages, ont augmenté de 20%. Tout ça, ce sont des réalités qui devront être prises en compte si l'on veut effectivement que transition soit possible. Alors c'est vrai que nous avons besoin du secteur privé, il ne faut pas le nier, nous avons besoin du secteur privé dans notre économie et nous savons combien les PME et les TPE sont utiles à l'emploi. Moi je le vois dans le domaine du logement. En plus, en matière de logement, quand on donne 1 euro de subvention, on sait derrière qu'il y a 4,5 euros de travaux, et ce sur des emplois qui sont non délocalisables. Mais il y a des secteurs où l'État doit garder la main.